36 chandelles, le nouveau podcast que je lance avec GMF et qui est dédié à la prévention dans le rugby. 36 chandelles, c'est l'occasion de donner la parole à celles et ceux qui sont, directement ou non, acteurs d'un rugby meilleur. 36 chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour Christelle. Coucou. Et bienvenue dans le 100e épisode de Crunch. Déjà, ça passe tellement vite en votre ovale compagnie, messieurs les centenaires. Je vous embrasserai bien pour fêter ça, mais les bisous, c'est mal. Ça donne le coronavirus et ça fait reporter des matchs. Alors en cette semaine de non-France-Irlande, puisque Covid-19 a eu raison du tournoi, on va donc faire un premier bilan de ces 6 nations. En attendant les dernières rencontres cet automne, on va tirer les enseignements des 4 premiers matchs de l'ère Galtier. Le jeu, les joueurs, la défense, l'attaque, les crochets du droit. Les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe vont tout passer en revue. Sont avec moi aujourd'hui Alexandre Bardot. Salut Alex. Salut. Maxime Rollin. Salut Max. Salut. Et Renaud Borel. Salut Renaud. Bonjour Christelle. Eh bien, vous savez tout, alors on se lave les mains et on y va. Flexion, lié, jeu. Avant de revenir au terrain, on va mettre un masque et s'arrêter un peu sur les semaines à venir. Comme tu l'écris dans ton papier, Renaud, le staff de Fabien Galtier est très à cheval sur le planning. Sa flèche du temps minutieusement dirigée vers 2023 et pim, coronavirus. Match reporté, fin de tournoi reprogrammé. Messieurs, vous étiez tous à Édimbourg ? Non, pas tous. Alex ? Tu n'étais pas à Édimbourg. Messieurs, vous qui étiez presque tous à Édimbourg, comment la nouvelle est arrivée ? Comment est-ce qu'elle a été prise ? Elle était arrivée, ils étaient déjà repartis vers la France, de mémoire. Bon, après, dès la veille, dans les couloirs de l'Hôtel des Bleus, mais aussi dans le nôtre, on avait la quasi-certitude que ce match serait reporté. Pour Bernard Laporte, nos confrères qui l'ont croisé dans la nuit, ça ne faisait aucun doute. Ils attendaient juste l'officialisation du ministère pour eux-mêmes communiquer sur le sujet. Comment ça a été accueilli ? Comme une déception, parce que sur ce tournoi, il s'est créé une dynamique autour de cette équipe de France, que la seule défaite en Écosse a quand même pas fauché totalement. Du coup, il y avait en plus cette envie de rebondir après la première défaite, donc de rejouer très vite, ce qui était un avantage. Il n'y avait pas une semaine de latence, on rejouait immédiatement l'Irlande, qui est une grosse équipe. Donc il y a de la compréhension sur la décision qui est prise, c'est la santé publique, mais il y avait, au regard de la simple histoire de cette jeune équipe, pas mal de déception de ne pas rejouer très vite. Double frustration finalement, la frustration d'avoir perdu et de ne pas pouvoir se rattraper quasiment instantanément, et aussi de peut-être gagner ce tournoi, puisque la France est encore en course pour gagner ce tournoi. Il y avait aussi cette double volonté de se rattraper en gagnant, et pourquoi pas gagner le tournoi finalement. Là, ils sont premiers à égalité avec l'Angleterre, en fait. L'Angleterre est devant au goal average. Mais l'Irlande a un match de moins aussi. Ils sont à 9, je crois, non ? 9 points, l'Irlande. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc ça devrait être rejoué en octobre ou en novembre. On sait que ça va être un peu compliqué parce que le cas de figure d'épidémie mondiale n'a pas été bizarrement pris en compte, ni une invasion de cricket. D'ailleurs. Depuis des années, le rugby essaie de faire rentrer 3 litres dans 2 litres. Là, ça va être 3 litres et demi. Voire 4. Non, le report, je crois, n'est pas encore acté. Mais concernant les Français, le plus simple, ce serait de viser la fenêtre internationale de l'automne. Et donc de placer ce match avant les tests de novembre, ce qui n'impacterait pas les effectifs de top 14, qui n'auraient pas à libérer leurs joueurs une semaine supplémentaire, alors qu'ils font déjà quelques efforts pour les libérer assez longuement. En revanche, pour les Bleus, ça serait plus embêtant, parce que c'est ce qu'écrit Renaud ce matin dans son papier. J'ai beaucoup écrit ce matin. Voilà, ça obligerait les Bleus à aborder ce match qu'avec une semaine de rassemblement, ce qui ne se fait plus depuis longtemps, puisque désormais, depuis quelques années, je crois, chaque match de l'équipe de France, chaque premier match de l'équipe de France, que ce soit le tournoi ou la tournée de novembre, est précédé de 2 semaines de préparation. Là, grosso modo, l'équipe de France doit avoir un premier test vers le 8 novembre, premier test de novembre, donc elle se serait rassemblée fin octobre pour ce premier test. Et là, si elle joue le week-end du 30-31 octobre,
Elle abordera donc ce match-là contre l'Irlande avec une semaine de préparation, sauf si un accord venait à se faire entre la Ligue et la Fédération, mais c'est pas gagné encore parce que la Ligue a déjà quand même l'impression de faire pas mal d'efforts pour l'équipe de France. Donc est-ce qu'elle serait prête à en faire un de plus? Surtout que je crois que juste avant il y a la Coupe d'Europe. Enfin, ça crée un peu de complexité. Donc peut-être que ce match France-Irlande il se jouera dans des conditions pas optimales pour l'équipe de France. Au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment ennuyeux, en fait, que ce soit reporté, puisqu'il y a eu beaucoup de blessés sur ce match contre l'Écosse. Il y a eu Aouas qui va probablement être suspendu, on rappelle. Qu'il sera à coup sûr. Ouais. Au moins, il aurait été suspendu pour le match à venir. C'est ennuyeux. Oui, dans le sens où, de toute façon, quand on travaille avec une équipe et qu'on cherche à être le plus performant possible, il faut être en mesure de se confronter à tous les cas de figure. Et celle d'une épidémie de blessures, dans le cas des Français. Bon, là, on rappelle, il y a Ntamak, Penaud, Chat, Dupont, plus la suspension automatique d'Aouas. Qui a mis un coup de poing et qui a reçu un carton rouge. Très joli coup de poing. Très joli coup de poing. En réaction à d'autres choses. Voilà. Donc de toute façon, c'est embêtant de ne pas se retrouver en fait dans la situation à gérer ces choses-là. Quelque part sportivement, oui, c'est mieux si on peut récupérer ces joueurs-là qui sont des titulaires indiscutables de l'équipe de France, ou dans le cas de Kamicha, en tout cas, un joueur indispensable à l'équipe de France, et d'avoir à gérer cette chose-là. Je suis complètement d'accord avec Renaud sur le plan sportif, et moi qui suis un romantique, je trouve que ça va perdre de sa saveur de jouer au mois d'octobre. Voilà, le tournoi, c'est une compétition où il y a 5 matchs, 5 matchs, on va dire, un mois et demi. Et là, il va falloir attendre 7 mois avant de jouer les derniers matchs. En plus, il y a du suspense, il y a encore 4 équipes finalement qui peuvent remporter ce tournoi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Écosse, mathématiquement, est dans un cas de figure un peu improbable, certes, mais peut remporter ce tournoi. Et en plus, l'Irlande, qui a elle 2 matchs de retard, il va falloir aussi caser son deuxième match de retard contre l'Italie, et du coup on va se retrouver au mois d'octobre avec une fin de compète, avec une nouvelle saison qui aura recommencé, peut-être de nouveaux joueurs, etc. Ça va se chevaucher les tests de novembre qui en fait n'ont pas vraiment de lien avec cette compétition. Ça se trouve, il y aura des équipes du Sud. Il va y avoir un nouveau joueur là qui va tout exploser en début de saison, qu'on va sélectionner, un mec qui aura fait les 3-4 premiers matchs qui va pas être là, et imaginons on gagne le tournoi. En fait, c'est marrant parce que il y a quelque chose qui va être cassé pour moi. C'est un peu comme le théâtre, il y a une unité de temps en fait. Ouais. Et le tournoi, ça se joue en un mois et demi, l'hiver, et c'est ça qui donne c'est aussi ça qui donne la magie au truc. Et on voit que parfois il y a des matchs amicaux, par exemple, de préparation à la Coupe du Monde, des France-Angleterre ou des France-Écosse récemment. Ça n'a jamais la même magie en fait. Quand c'est le tournoi. Bon, il y a cette espèce d'élan, de caravane qui se déplace comme ça. Bon, là, ça sera en novembre, enfin en octobre, a priori. Et puis là, c'est renforcé par en plus que dégage cette équipe, quoi. C'est une équipe qui est sympa, qui a démontré des vertus sur les 3 premiers matchs qui font qu'on a envie de la revoir, quoi. Même si elle a perdu ce coup-ci, elle n'a pas suffisamment perdu comme ses prédécesseurs pour qu'on n'ait pas envie de la revoir tout de suite, ou qu'on se dise bon, rebosse un peu et revient plus tard. Non. Les supporters, on les entendait en montant dans l'avion. Voilà, ils chambraient un peu la qualité de la prestation à Murrayfield, mais on sentait qu'ils avaient fait le déplacement parce qu'ils avaient envie de voir cette équipe, et donc ils avaient aussi envie de la voir se racheter la semaine prochaine, quoi. Ils avaient tellement envie de la voir qu'ils l'ont attendu près de 2 heures au coup de sifflet final dans un froid glacial. Ah oui, c'est vraiment fou. Et voilà, ils avaient envie de réconforter les joueurs, ils ont crié des Allez les Bleus. Voilà, on aurait pu imaginer que après cette défaite-là, ils rentrent soit à l'hôtel, soit aller boire quelques coups dans les bars pour oublier un petit peu cette défaite. Et là, c'était pas le cas. C'est pour ça que je rejoins Renaud. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être créé là récemment derrière cette équipe qui avait regagné finalement. Justement, on va revenir au match de dimanche. Dans le vestiaire, après avoir battu l'Angleterre, l'Italie et le Pays de Galles, ils chantaient Freed from Desire. Dimanche, c'est de la victoire dont ils ont été libérés. Première défaite de l'Air Galtier, 28-17 en Écosse, on l'a dit. Il faudrait voir avec des statisticiens, mais justement, ils calculent pour le Grand Chelem, c'est fini. Je crois que... Voilà, moi, je suis pas du tout spécialiste. Depuis dimanche, mais j'ai pas encore trouvé la solution. Pas du tout spécialiste en statistiques, mais c'est un peu là, comme les avions là, quand ils tombent. Il y a une statistique, là, c'est la loi de Murphy, quoi. C'est-à-dire que quand toutes les emmerdes arrivent, là, l'avion il tombe. Là, ça a commencé par Kamicha qui pète à 2 minutes des hymnes. Derrière, il y a ce placard
plaquage de crosse ou carton jaune avec un autre arbitre ou dans d'autres lieux, ça aurait pu être carton rouge, voire double carton avec Willem qui est impliqué. Enfin bon, bref. Donc là, encore des emmerdes. Puis bon, la suite, vous la connaissez, le carton rouge, le Ntamak qui sort aussi, oui, le chaos. Enfin vraiment, c'était, il y avait tout s'est amoncelé pour rendre difficile cette partie au bleu, qui néanmoins était quand même rentré dans la rencontre de manière beaucoup plus mollassonne que les 3 précédentes, avec un déficit d'engagement que je m'explique pas, mais qui quand même explique ce qui s'est passé. Je pense que c'est un petit peu inconscient finalement, parce que tout le monde s'imaginait que ce déplacement en Écosse c'était une formalité et que le gros match ça allait être contre l'Irlande. Et personnellement, la veille du match et le matin du match, en se baladant, on a croisé pas mal d'anciens internationaux qui parlaient comme si le match était gagné. On a vu que finalement, c'était pas si simple que ça. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer un peu comme enseignement ? Parce qu'on a vu que l'équipe de France avait failli un peu partout, en défense, en attaque, en matière de discipline. Quelque part, c'était un enseignement qu'on savait, même après 3 victoires, mais c'est une équipe qui a besoin d'être à 100% de ses moyens et même peut-être un peu au-delà, à 100% dans son engagement, à 100% de réussite, à 100% de solidarité, de précision, etc., pour remporter un match. Et là, elle était un peu en dessous, elle a été un peu prise à son propre jeu parce que les Écossais ont pressé haut, on jouait au pied, on peut jouer à la main, on se sont fait peu de passes, donc des recettes qu'on avait appliquées pour gagner les 3 premiers matchs jusque-là. Et face à ça, l'équipe de France n'a pas trouvé les clés. Elle a été refroidie aussi par la défense des Écossais, ces fameux plaquages haut. On a vu qu'ils n'ont pas trouvé la solution tout de suite, et quand ils l'ont trouvé, ils ont plutôt trouvé des bonnes solutions parce qu'ils ont marqué un essai à un moment. Les plaquages hauts, c'est pas des plaquages hauts. C'est plaquages pour maintenir le porteur du ballon en l'air, et ça les a énormément perturbés. On a senti que ça les avait frustrés aussi, c'était frustré dans le jeu au sol. Et en fait, dans ce moment-là, ils ont un peu perdu le fil. Alors il y a un manque, je pense qu'il y a un manque d'engagement. Peut-être, je crois que Fabien Galtier l'a quantifié à 10%. C'est très dur à dire, mais il y a effectivement pas eu la même énergie que d'habitude. Aussi peut-être lié au fait que comme les Écossais ne jouaient pas avec la défense, que c'est souvent l'équipe de France depuis le début du tournoi, elle s'est nourrie de sa défense. Elle a trouvé son énergie là-dedans, elle a mis du rythme dans les matchs via la défense, en montant fort, en plaquant fort, en créant des pertes de balles chez l'adversaire. Là, elle n'a pas réussi à faire ça parce que les Écossais, on peut jouer en fait, ont tout de suite décidé de taper dans les angles, taper en troisième rideau. Parce que ils ont fait 89 passes, les Écossais. Les Français avaient fait peu de passes depuis le début du tournoi, mais c'est en dessous de tout ce qu'avaient fait les Français jusque-là. Et voilà, donc privé de cette arme-là, il y a eu vite cette impression que l'équipe de France n'avait pas la solution pour mettre cette espèce d'enthousiasme, d'énergie qu'elle avait réussi à mettre jusque-là dans les matchs. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle avait, en première mi-temps notamment, alors elle avait trouvé elle avait réussi à créer des mouvements pour déstabiliser cette équipe écossaise, notamment en jouant beaucoup au près, avec du jeu à une passe, en utilisant la puissance, ou à 0 passe, en utilisant la puissance de ses avants. Et là, pour le coup, l'Écosse, c'est un vrai déficit qu'elle a, c'est un défaut de puissance face à ses adversaires. Autant l'équipe de France peut pas se permettre de jouer comme ça si elle affronte l'Afrique du Sud, ni même la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre. Autant face à l'Écosse, faut qu'elle utilise ça. Les joueurs puissants, rapides. Elle avait trouvé aussi des solutions en jouant par des passes au contact. Ça aboutit à l'essai de Penaud, cette séquence. Mais finalement, elle a très peu répété cette forme de jeu quand elle a possédé le ballon dans le camp écossais. Et ça a été quelque part, notamment en deuxième mi-temps, une surprise pour moi de ne pas la voir se jeter dans ce jeu-là. Alors comme c'est une très jeune équipe, je me dis qu'elle a été vraiment perturbée par la loi de Murphy, c'est-à-dire ce cumul d'emmerdes qui fait qu'à un moment on se dit mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il n'y a rien qui marche alors que tout marchait sur les 3 premiers matchs. Donc effectivement, c'est un bon shoot de croissance qu'elle a pris, j'imagine. Après, malheureusement, le fait de jouer à 14 pendant un peu plus d'une mi-temps, je pense que ça a quand même tué cette équipe de France, même si elle n'était pas dans un grand jour, même s'il y avait tous ces éléments contraires. Tu parles du carton rouge d'Awas, mais avant il y avait le jaune de Kroos. C'est pour ça que je dis 50 minutes à 14. Un peu plus d'une mi-temps. Ouais. Je pense que malgré tout ça, elle aurait fini par l'emporter à 15 contre 15. J'en suis persuadé. Et peut-être que contrairement
à tous les autres scénarios qui se sont passés depuis le début du tournoi, on aurait peut-être eu une victoire à la dernière minute, un petit peu pour conjurer le sort. Tu serais pas en train de me piquer mon raisonnement d'avant-match, toi? Pas du tout. Des 2 ou 4 dernières années. Et ça aurait pu permettre d'avoir un nouveau scénario. Alors, je dis pas que ça aurait tout réglé. On serait peut-être pris une gamelle, justement, la semaine d'après contre l'Irlande, qui nous aurait peut-être fait encore plus mal parce qu'on se serait vu déjà soulever le trophée. Mais franchement, à 15 contre 15, je pense qu'on aurait gagné ce match malgré la prestation ratée de pas mal de joueurs. Ce qui a été étonnant aussi, c'est de poursuivre sur cette forme de défense à 14, en fait. Parce que donc automatiquement vous êtes en sous-nombre, c'est déjà une défense difficile quand vous êtes au complet, d'aller couper les extérieurs comme ça, de monter, de redescendre, de rusher. Et là, justement, sur des situations de sous-nombre défensif, peut-être que attendre un peu, contrôler, jouer avec les lignes de touche, ça aurait déjà d'une brûlé moins de kérosène et deux ouvert moins d'espace. Je pense qu'ils l'ont pas dans le. Ils l'ont pas dans le disque dur aujourd'hui. Dans le registre, pour le moment, ils l'ont peut-être pas. Cette défense, tu m'aurais pas piqué mon raisonnement de fin de match, toi. Non, je ne crois pas. Ah, non, je ne parle jamais rugby avec toi, tu le sais. C'est beau, les bromances. Pour finir, on se fait un petit bilan, messieurs. 4 matchs, 3 victoires, beaucoup d'espoir, une flamme rallumée chez les supporters, quelques belles choses en matière de jeu, quelques belles certitudes en matière de joueurs. Vous me donneriez chacun point positif en matière de jeu de joueurs. Alors, comme dirait la seule personne dont la vie compte dans ce journal après le mien, Thierry du Sautoir. Non, mais pour paraphraser un peu ce qu'il a dit, je pense que quand on gagne de la manière dont on a gagné contre l'Angleterre, c'est-à-dire avec un système, avec des convictions qui ne ressemblaient pas du tout aux dernières victoires contre l'Angleterre, qui étaient des exploits hormonaux, quoi, presque. Même chose au Pays de Galles. Même chose au Pays de Galles. Quand on gagne, comme on réussit à gagner au Pays de Galles, qui est une énorme équipe depuis 10 ans, vraiment, surtout chez elle, qu'on avait pu battre nous-mêmes depuis 10 ans, je pense qu'effectivement, on installe des certitudes et qu'on peut remporter beaucoup de matchs. Voilà. Donc je pense que c'est la première satisfaction de ce tournoi, c'est ça. Mais elle sera vraiment concrète que si elle dure, en fait. Et pour ça, il y aura l'Argentine, et pour ça, il y aura la tournée de novembre avec les Sud-Africains qui viennent, les Australiens aussi. Et la Géorgie. Donc, voilà, fin de mon histoire, de mon raisonnement que je n'ai piqué à personne. Pour prolonger ça et le rendre un peu... Ah oui, c'est vrai, mais je l'ai emprunté, je l'ai cité. Pour prolonger ça et rendre ça un peu plus intellectuel, oh le boulard. Je dirais que ce n'est pas le fils de Fabien Galtier pour rien. Il y a eu comme l'apparition d'un début de culture en fait au sein de l'équipe de France. Les 3 victoires marquent ça, mais au-delà de ça, il y a une forme de travail, il y a des règles qui ont été établies. Il y a une culture aussi en termes sur le terrain qui se ressent. Il parlait de stratégie et vraiment l'équipe de France avait des armes fortes stratégiques. Et ça s'est un peu installé. Alors tout ça peut être remis en cause par plein de choses à l'avenir. Et peut-être que cette défaite va perturber les joueurs. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est installé et qui tranche avec ce qui existait auparavant, qui ne ressemblait ni de près ni de loin à une culture, ou alors à une culture de la défaite, en fait. Mais il y avait des règles pourtant avant. On nous rabâchait quand même. Ouais, mais je pense que... Quand Fabien Galtier a intégré l'équipe de France, il a vu ce que Jean-Baptiste Elissalde a dit plus tard dans une interview dans nos colonnes où il s'avouait surpris du comportement de certains joueurs en équipe de France, qui parfois, si j'élargis le truc, parce qu'il n'a pas dit avec ces mots-là, Elissalde, mais il y avait un peu des joueurs un peu peut-être consommateurs, un peu pas dans une dynamique de performance. Je crois qu'ils ont tranché, ils ont écarté. Il y a une génération qui est partie, ils ont installé cette génération-là qui pourrait être peut-être plus facile à façonner. Et je trouve qu'ils ont, pour l'instant, réussi à mettre en place ce qui ressemble à un début de culture et ce qui fait beaucoup de choses, je pense, dans les performances d'une équipe aujourd'hui. Mais ce que je trouve rageant, du coup, par rapport à ce que dit Alex, c'est qu'on est retombé finalement sur ce match un peu dans nos travers et je me disais que ça allait pas arriver. Et finalement, c'est revenu. Comme l'ont dit certains de nos collègues, on a retrouvé notre équipe de France. Ça ressemble au match de l'Italie, sauf que l'Écosse est un adversaire supérieur
et que en plus il y a divers concours de circonstances qui font que tu te prends les pieds dans le tapis. Mais malgré tout, Murrayfield. Je nous pensais à l'abri de ça. Non, mais ça pour le coup c'est culturel, ce genre de. Ouais, c'est culturel, mais je me disais, on va passer un cap sur ça. Et finalement, c'est revenu. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va vraiment nous servir de leçon ? Parce que par exemple, en conf de presse, le lendemain du match, le lundi matin, Fabien Galtier et Raphaël Ibanez ont avoué qu'ils avaient parlé de la possibilité que les Écossais ciblent Mohamed Aouas par rapport à son tempérament, sur la réaction, et que ça pouvait arriver. Et puis finalement, ils nous ont dit, Mohamed Aouas, depuis le début du tournoi, il est exemplaire. À aucun moment, il a mis un pas de côté. Donc ils se sont dit, non, on écarte le sujet, il n'y a pas de sujet. Et malheureusement, Mohamed Aouas a été ciblé. Malheureusement, il a mis un coup de poing. Et Fabien Galtier a bien dû reconnaître que du coup, c'était un sujet et que peut-être qu'ils auraient dû en parler. Donc je me dis que tout ça va peut-être leur servir de leçon et qu'on ne retombera plus dans ces travers. Maintenant, on reste latin, donc peut-être que et romantique comme toi. Et romantique comme moi, voilà, peut-être que ça arrivera. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect négatif. Je nous pensais un petit peu à l'abri de tout ça. Après, il faut pas. Bon, c'est une culture jeune, donc forcément soumise à des hauts débats. Puis il faut pas oublier qu'en fait, au niveau international, il y a très peu d'équipes qui échappent aux accidents. L'Angleterre qui est finaliste de la Coupe du Monde l'an dernier, elle mène 30-0 à la mi-temps contre l'Écosse ou quelque chose comme ça, et ça finit à 30-30 et ils se font transpercer de partout en deuxième mi-temps. Et quand et après leur finale de la Coupe du Monde, ils font un match catastrophique en France, enfin un très mauvais match en France, au-delà même de la performance des Français. Donc ces accidents, ils arrivent et ils arrivent peut-être pas encore plus fréquemment quand on a une équipe comme ça. C'est pour ça que les grands chelems sont pas si courants, si courants non plus. C'est clair. Ton point positif, du coup, toi, Maxime, ce serait quoi ? Positif, on peut ressortir quand même, moi je dirais quelques joueurs. Maintenant, on n'a pas forcément trouvé d'équipe type. C'était ma prochaine question. C'était ta prochaine question, tu vois, je lis dans Cite les joueurs qui sont Mais les joueurs positifs pour moi, après, c'est pour ça que j'embraye sur le côté, on n'a pas trouvé d'équipe type, parce que malheureusement, par exemple, un Willem C qui fait un énorme match au Pays de Galles, là, il est plus là. J'allais parler de Dupont, voilà, on en a beaucoup parlé, là, il s'est un peu éteint, mais il a été peut-être pris par un peu tout. C'est dommage que Romain Ntamak n'ait pas pu jouer un match entier, j'aurais bien aimé voir justement, on parlait de tous ces éléments avec un Romain Ntamak pendant toute la partie. Je me demande si on n'aurait pas quand même fini par le gagner ce match, je le répète, à 15 contre 15. Donc je citerai Romain Ntamak. C'est vraiment dommage là qu'il n'ait pas pu enchaîner. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un ouvreur jouer 4-5 matchs de suite. Oui, parce qu'il est sorti à la 7e sur commotion. Et justement avec une charnière, c'est pour ça que j'inclus la charnière. Voilà, j'avais envie de voir cette charnière, je trouvais que c'était positif. Ils n'ont pas tout le temps eu 9 sur 10 les lendemains de match dans l'équipe, mais j'ai trouvé que la charnière apportait quelque chose. Après, alors là, je reviens un petit peu au négatif, c'est que malheureusement, on n'a pas d'ailier. Donc ça va être un problème. Parce que Damien Penaud n'a quasi pas joué. Et pour les autres, pour moi, Gaël Fickou n'est pas un ailier. Donc il y a quelques postes quand même. On n'a qui pas sont d'ailier un peu, parce que Penaud se blesse souvent. Mais oui, parce que c'est ce que je dis, il n'a pas pu jouer parce que il a été blessé au mollet. Là, malheureusement, il a joué 60 minutes. Il est ressorti parce qu'il a pris un coup sur l'autre mollet. Il y a quand même quelques postes un petit peu encore en souffrance. Moi, je nuancerai un peu sur l'équipe type parce que c'est vrai qu'il y a des postes qui restent encore un peu vacants ou sur lesquels il y a des interrogations. Au talon, par exemple, on peut se demander qui aujourd'hui est de Marchand ou de Chat à 100% dans un cadre où ils sont vraiment en concurrence, qui serait le patron. On peut se poser la question au centre. Aujourd'hui, est-ce que Fickou doit revenir au centre à la place d'Arthur Vincent ? Est-ce qu'il faut un autre joueur d'un autre profil que Fickou Vakatawa ? Il va te manquer du monde là, parce que s'il te manque un talon, s'il te manque un deuxième ligne, s'il te manque pour moi, il ne manque pas un deuxième ligne. S'il te manque 2 ailiers, et je mets quand même un bémol sur l'arrière, j'attends quand même je suis pas sûr que Anthony Boutier fasse 20 sélections de suite. Pour moi, tous ces joueurs-là, les Boutier, Aouas, Willem C, sur lesquels il y avait beaucoup de doutes en début du tournoi, parce qu'on ne savait pas, en fait, on les avait jamais vus à ce niveau-là. Aujourd'hui, ils ont prouvé, et pas que sur un match, sur un enchaînement,
qu'ils étaient capables de se hisser au niveau international. Ouais, alors là, je suis pas d'accord avec toi parce que Villemc a fait un gros match. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'installer durablement, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est au moins une grosse avancée. Et à mon sens, aujourd'hui, la performance en Écosse de Villemc ne remet pas complètement en question sa place, ni sa capacité en fait à être performant à ce niveau-là. Mais si, c'est malheureusement le drame de l'équipe de France depuis plusieurs années, c'est que parfois, des joueurs ont fait un tournoi ou 2-3 matchs, on les a encensés, c'était les génies, et malheureusement, ils ont 12 sélections, comme Villemc, ou 8 sélections. On verra, mais je crois que la performance d'un Villemc je pense pas au Pays de Galles montre que c'est pas fait à l'arrache en fait. Non, mais combien de joueurs ont fait des performances comme ça ? On peut reprendre tous les journaux où des mecs ont eu des 9 et ils sont bloqués à 10 sélections, même pas. On en a une tripotée. Tu peux t'attacher au passé. Moi, c'est ça qui me dérange. Renaud. Oui, je vais arbitrer, tout à fait. Hein. Vous sortez et on termine l'émission avec Christelle. Non, alors pour le coup, ça va être ni oui ni non. Je pense qu'en fait, le problème de l'équipe de France, c'est plutôt sa réserve, quoi. C'est-à-dire que pour moi, Gaël Fickou, un super ailier, c'est un très bon centre, mais c'est un super ailier aussi. Donc ça te sauve un peu la mise. Damien Penaud, c'est un joueur qui a fait des grands matchs face à des grandes équipes. Il peut se trouver, mais donc voilà. Donc on a 2 ailiers. Mais derrière, c'est compliqué. Vincent Vakatawa, ça a été intéressant d'un point de vue défensif. On attend de voir ce que ça peut faire là. La charnière, pour moi, il n'y a même plus de questions à se poser. Et je trouve qu'il faut louer, le staff de ne pas avoir, après les difficultés de Ntama contre l'Italie, de ne pas avoir dit oh là là, vite, on change. Machin. Non, on a dit qu'on les laisserait s'installer, on s'installe. Et surtout quand on voit le match de Jalibert. La troisième ligne aujourd'hui, il n'y a absolument aucune raison de toucher. C'est un très bon équilibre. Ils ont chacun leur rôle, chacun leur qualité. La première ligne, avant que Baye se blesse, ça a été aussi très efficace. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ont installé des certitudes, qui ont montré à quel niveau ils pouvaient jouer. Et là, je rejoins Alex. Je pense que quand des joueurs sont capables de faire ce genre de match, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables de recommencer. Mais une saison, c'est extrêmement long. Il peut se passer plein de choses dans la vie sportive ou perso qui font qu'on sera moins performant à un moment. C'est là où on va voir s'ils ont tous été complètement pris dans cette culture qu'a essayé d'installer le staff et qu'ils vont avoir en tête durant les prochaines semaines, prochains mois, que les exigences du rugby international, c'est ce qu'ils ont vécu là. J'attends de voir. Rendez-vous dans 4 ans et au numéro 522 du podcast Crunch, savoir si tous les mecs qu'on a cités, qui sont partis quasiment à 0-10 sélections, en auront 30 ou 40. J'en suis pas certain. Est-ce qu'il y aura le nouveau Thierry du Sautoir, surtout mais souhaitons-le, on pourra peut-être attendre une finale de Coupe du Monde à nouveau, si possible à gagner cette fois. Non mais les Sud-Africains, par exemple, dans leur équipe type, ils n'ont pas que des épées, hein. Ils ont des mecs qui joueraient peut-être pas aujourd'hui, qui joueraient certainement pas dans l'équipe d'Angleterre, qui joueraient peut-être pas ni chez les Blacks, peut-être même plus en équipe de France aujourd'hui. Moi, le numéro 9 champion du monde, voilà, pour ne citer que lui, il jouerait pas ni chez les Blacks, ni chez les Anglais, mais il est dans l'équipe type. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans les grandes nations, vous regardez le nombre moyen de sélections, ça dépasse les 30, quoi. Il faut leur c'est pour ça que je dis, voilà, si dans 4 ans, tous ces mecs-là sont encore là, je me serais trompé et pas de problème. Je dis que je me pose la question sur certains d'entre eux. Sur 4 ans, on se pose tous des questions. On ne sait pas qui sera là. Sur un Aldridge, je me pose moins la question. Sur un Olivon, je me pose moins la question. Sur un Dupont, je me pose moins la question. Très bien, mais si tu t'es trompé, on te fessera dans 4 ans, sache-le. Très bien, je prends rendez-vous. Eh bien, je reste un romantique. On va s'arrêter là pour cette 100e. Merci messieurs, c'était Crunch, un podcast de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Maxime Rollin, Renaud Bourrel. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition, à la préparation de l'émission. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. Bon gel hydroalcoolique à tous. À la semaine prochaine si Covid-19 le veut.